Bonjour, monsieur mon fils. Moi, je suis M. Chimba, tu connais, un Congolais. Oui, je suis un Congolais passionné de mon pays, avec une vocation de le servir. Alors, quand on est passionné de ce qu'on aime d'abord, la vocation et la passion se matérialise par cette vocation. Et la vocation qui risque même de mener à une obsession. Donc ça veut dire, on se réveille matin, midi, soir, et la première des questions, c'est de savoir comment va le Congo. Est-ce que le Congo évolue? Comment réfléchir, comment penser pour que ce pays évolue et pour que ce pays émerge. Donc, quand c'est une vocation, très souvent c'est naturel. Et quand c'est naturel, ça commence dès le bas âge. Et ça commence à se manifester à l'adolescence. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est en train de nous prendre toute une vie. Donc, depuis 1989, je veux dire que je suis à fond par rapport à ce qui se passe au niveau de mon pays. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on vivait en République d'Isaïr. Et à ce moment-là, il existait une dictature farouche ici, à travers le maréchal Mobutu, d'heureuse mémoire. Et à un certain moment, vu mes origines, ce qui m'avait tiqué, c'était de comprendre que non, pour que moi j'évolue, pour que j'émerge, même sur le plan scientifique, mes pauvres parents d'heureuse mémoire étaient obligés même d'essayer non seulement de changer, mais de falsifier mon nom. Pas seulement les miens, les noms de la plupart de mes frères. J'ai un frère qui s'appelle Mwambo. Chez les Balouba, Mwambo n'existe pas, c'est Mwamba. J'ai un frère qui s'appelle Molaja. C'est Moulaja. Moulaja, pourquoi? Parce que comme mon pauvre père était un ancien agent de renseignement dans ce pays. Alors pour ressembler au Ngwandi, il fallait utiliser le terme Moulaja pour que les frères puissent aussi évoluer dans ce qui reste aussi sa passion jusqu'à aujourd'hui. Heureusement, quand c'est une passion, on ne peut pas la freiner ni l'arrêter. J'ai un frère qui s'appelle Ilonga. Mais Ilonga, ça n'existe pas. C'est Ilunga. Donc, ce sont des expériences, des exemples qui, à ce moment, me poussaient à me poser des questions. Pourquoi tout ça? Et pourquoi ça doit être ça? Et par concours de circonstances, en tant que jeune, on était aussi emballé dans un mouvement où il y avait un groupe de nos parents, aujourd'hui grands-parents, dont la plupart ne sont plus vivants, qui avaient pris le courage d'affronter cette dictature à travers leur idéologie. Alors, de ces groupes, c'est ce que nous considérons aujourd'hui comme nos pères fondateurs. C'est à travers eux qui nous avaient édifiés pour dire que non, ce pays que Dieu nous a dotés pouvait ressembler à un paradis terrestre. Mais à l'époque, ce n'était pas facile de les comprendre. Mais au fil des années, on a compris que non, s'il fallait quand même s'appuyer sur cette idéologie-là, ça pouvait permettre à ce que, d'une manière ou d'une autre, que ce pays évolue
Parce que ces pères fondateurs avaient constaté qu'au lieu que le pays avance, le pays était en train de régresser. La preuve, nous avons un retard de plusieurs décennies, de plusieurs années. Et ce retard-là est en train de causer des dégâts terribles dans ce pays. Voilà pourquoi, étudiant à l'époque, j'avais adhéré à ce mouvement qui s'appelle UDPS. Aujourd'hui, après beaucoup d'années, je demeure au sein de ce parti, cadre de Sirkwa. Et le plaisir pour moi, c'est que non seulement je me bats pour le peuple congolais, mais j'ai réussi quand même à faire accepter ma lutte à travers ma famille. Surtout ma famille restreinte, notamment ma femme et mes enfants, qui, au fil des années, ils payent le prix de cet exercice. Pourquoi? Parce que, bon, moi j'habite en France, j'habite à Paris. Au jour d'aujourd'hui, je suis le président de l'UDPS Île-de-France. Et le minimum, ça veut dire chaque mois, donc je suis obligé de priver ma famille d'au moins des dimanches, des week-ends du mois, parce que je suis obligé de m'occuper des activités de ce parti, de réfléchir, de penser comment est-ce que l'UDPS, à l'époque, pouvait accéder au pouvoir pour faire changer les choses, jusqu'aujourd'hui. Alors, le plaisir que j'ai, c'est de constater qu'au moins l'UDPS a accédé au pouvoir. Parce que c'est ça l'esprit de toute une lutte. Et là, nous sommes en train de nous battre, nous sommes en train de nous poser des questions. Comment matérialiser cet esprit, cette idéologie-là? Parce que c'est l'unique idéologie qui, selon moi, pourra sauver ce pays. Heureusement, à la tête de ce pays, il y a un camarade, aujourd'hui chef de l'État, qui est en train de faire perpétuer cette idéologie. Donc d'abord, je salue non seulement le courage, la volonté, surtout la capacité, à sa manière, parce que quand on hérite d'un pays comme le Congo, à l'état actuel, avec tout ce qui se passe autour, au niveau interne, sans tenir compte de l'extérieur, sans tenir compte de la pandémie, coronavirus, sans tenir compte de beaucoup d'aléas, d'insécurité à gauche, à droite. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis fier d'avoir appartenu à ce mouvement et de continuer à donner de mon mieux pour accompagner ce qui a été de notre obsession ou ce qu'il est jusqu'aujourd'hui. Merci beaucoup mon frère Mertus. Ce qui m'a toujours motivé, c'est comment faire pour lutter contre l'injustice. Parce que je me vois mal par rapport à ce que je venais de dire tantôt, que le bon Dieu, en créant ce monde, avait pensé, imaginé, doter des Congolais un pays qui s'appelle le Congo, avec toutes les potentialités possibles. Or, en réalité, on parle des Congolais comme un peuple très pauvre, un peuple capable de vivre normalement. Et ça, moi, ça me dérange parce que je me pose toujours la question de savoir comment est-ce que les Congolais, au XXIe siècle, pouvaient encore continuer à vivre dans cet état-là. Or, quand nous essayons d'aller un peu plus loin, nous comprenons que tout ça est fait à dessein par ceux qui sont censés les sortir de cet état-là. Voilà pourquoi j'ai parlé du dictature de l'ancien pouvoir avec le maréchal Mobutu, de l'intrusion de l'AFDEL avec le musée Laurent Kabila, et surtout de 18 ans de mes gestions avec le régime Joseph Kabila. Donc, ces formes d'injustice-là, c'est ce qui nous avait motivés, c'est ce qui nous pousse, ce qui nous donne de la force
pour dire non à cet état de choses et en même temps penser, réfléchir comment essayer de changer les choses. En faisant allusion tout à l'heure au chef de l'État, la première des choses qu'il avait compris, c'était de tout faire pour essayer de déboulonner ce mauvais système. Or, ce système-là ce système qui a eu à déborder, parce que c'est un système qui nous a pris plus de 60 ans. Et 60 ans dans la vie d'une personne, c'est toute une génération. Donc vous comprenez que ce système qui a dépravé les mœurs, ce système qui a abruti les Congolais, et ce système qui voulait faire croire aux Congolais que cet état des choses-là, ce mode de vie-là pouvait être normal, et pourtant non. Donc voilà un peu ce qui nous a motivés, ce qui continue à nous motiver, de nous mettre debout pour faire de la politique. Mon modèle dans la politique, ça reste mon mentor, le sphinx de l'Imité, Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Parce que par rapport au père fondateur, c'est lui seul qui avait réussi à pérenniser cette idéologie-là au détriment de plusieurs avantages. Quel avantage ce compère avait succombé par rapport à X ou Y raison. Pourquoi M. Tshisekedi Wamulumba? D'abord, c'est quelqu'un qui connaissait le Congo. C'est quelqu'un qui avait l'aperçu de ce que pouvait être le Congo. C'est quelqu'un qui aimait le Congo. Et surtout, c'est quelqu'un qui ne girait que pour le bien-être des Congolais. Alors voilà pourquoi quand vous êtes en face d'une personne comme ça, qui pouvait aussi s'enrichir, devenir milliardaire dans ce pays et tout, mais qui à un certain moment avait décidé de sacrifier sa vie, accepter de mourir pauvre pour l'intérêt national. Et moi je pense que c'est ça le leitmotiv de ma... C'est pas une adoration, le motif de ma compréhension. Et moi, je me dis aujourd'hui, il faudra que je fasse tout pour, à ce qu'à ma manière, je puisse aussi rendre l'ascenseur à ce grand monsieur à travers mon comportement politique. Ça veut dire comment faire pour doter de ce pays, surtout du peuple congolais, ne fût-ce qu'un minimum du bien-être. Normalement, la politique ne doit pas être un métier. Parce que quand on grandit, effectivement, c'est pour apprendre, c'est pour se forger un métier. Au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai un métier. Je suis un professionnel en matière de transport. Je suis inventorié au niveau de l'INSEE en France. Donc je suis un chef d'entreprise depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Par rapport à ma passion politique, par rapport à mon timing, j'ai pris la lourde décision de mettre ma structure en veilleuse pour disponibiliser de beaucoup de temps, d'être très souvent au pays. Voilà pourquoi nous sommes souvent au pays. C'est par rapport à tout cela. Donc, à part que je sois professionnel en transport, quand je suis arrivé en Occident pour la première fois, en Confédération helvétique en Suisse, comme tout homme, parce que je n'avais pas l'autorisation de travail, je n'avais pas un permis de travail, j'avais eu à passer plus de 8 mois dans une ferme avec un monsieur suisse. Et de ces 8 mois, j'avais beaucoup appris.
Et j'ai compris aujourd'hui que pour être appelé baron, ou pour avoir un peu d'argent pour ceux qui veulent, il n'y a pas mieux que d'être paysan. Parce que tout le monde qui se réveille, matin, midi, soir, a besoin de mettre quelque chose sous la dent. Alors, au jour d'aujourd'hui, je suis inspiré de récidiver ou de refaire ce que j'avais appris du côté de ce fermier-là, ici à la République démocratique du Congo, parce que c'est un pays, comme je dis, un paradis où il devra faire beau vivre avec plusieurs milliers d'hectares de terres arables. Donc je suis en train de me poser la question, comment faire, comment acquérir un lopin de terre pour essayer de me rendre utile afin de participer à l'évolution, au développement de ce pays, en essayant de nourrir ne fût-ce qu'un quartier dans ce pays. Mais à part l'agriculture, avant de devenir professionnel en transport, parce que dans la vie, c'est un combat, c'est toute une péripétie, j'avais eu aussi à passer plusieurs années dans ce qu'on appelle en Occident le manibat, pour ceux qui vivent, ça veut dire, au jour d'aujourd'hui, je suis aussi professionnel en terrassement et en démolition. Alors mes amis de Neuchâtel, côté Fonax, qui auront l'occasion de me suivre, pourront le témoigner. Donc j'ai un métier. Et en même temps, par rapport à ce que je viens de vous démontrer tout à l'heure, je suis polyvalent. Voilà pourquoi je dis, dans un pays comme le Congo, il y a moyen d'avoir plusieurs potentialités avec différentes polyvalences. Donc, à part ce métier-là, je l'accompagnais toujours avec ma passion, qui était de réfléchir à chaque instant par rapport à ce que moi je pouvais apporter à mon pays. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce ne sont pas mes camarades ou la grande famille de la diaspora qui me contredira. Et même au niveau de mon parti, tous mes camarades, alors tous, personne ne pourra me contredire ni me pointer du doigt par rapport à ce que je suis en train de dire. Donc, je suis un combattant engagé, un militant engagé politiquement, parce que si nous, on ne le fait pas aujourd'hui, comme ceux qui le font avec le cœur, nos progénitures seront sacrifiées. Voilà pourquoi nous le faisons, pour essayer de poser les jalons par rapport à nos enfants, à nos petits-enfants, pour qu'ils puissent vivre dans un monde meilleur dans ce pays qui est le Grand Congo. Bon, bon, je peux dire un tout petit peu comme un félin. Parce que moi, je m'adapte aux circonstances, vu l'expérience de la vie, vu le poids de la lutte, et surtout vu les enjeux, parce que nous, on préfère parler en termes d'enjeux. Or, un félin, quand il est rassasié, il n'a pas le même comportement quand il a faim. Donc, c'est à cet animal-là que je pourrais moi m'identifier. Si un arbre, bon, en tout cas, un avocatier, un grand. Pourquoi? Parce que même dans nos villages, même dans nos parcelles, si vous avez un arbre, un avocatier, ça va vous permettre d'avoir autour de vous la grande famille, de réunir toute la famille. Voilà pourquoi je le dis, parce que toute ma vie durant, je suis toujours entouré des humains, des amis, des connaissances. Et pourquoi je
J'ai fait allusion à cet arbre parce que je comprends que quand on est désunis, on passe toujours à côté de l'essentiel. Or, pour émerger, il faut être uni. Quand on est uni, on est fort. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore des camarades. Bien que les fonctions du chef de l'État, par rapport à notre constitution, lui obligent de prendre congé de nous, ses camarades. Mais quand on est entre nous, on reste quand même camarades. Le plus grand témoignage, d'abord, c'est de constater ce qu'il est en train de faire pour ce pays. Le plus grand témoignage, moi je préfère témoigner quand quelqu'un est vivant, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport à mon combat, à mon caractère, à ma radicalité, l'actuel chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi, m'a rajouté un plus, ça veut dire sa méthodologie, donc sa façon de concevoir la vie, que ce soit sa vie privée ou alors sa vie politique. Cette maîtrise de soi, ce style, c'est toute sa façon de faire. Ça, franchement, je le dis, je pouvais m'attendre de ça avec mon sphinx parce que lui, il le faisait à sa manière. Mais à la seule différence que le sphinx de lui mettait, quand ça n'allait pas et tout de suite, il te le faisait foire. Mais la grande différence avec son fils, qui est l'actuel chef de l'État, lui au moins, même quand ça ne lui plaît pas, il prend son temps pour faire voir à son interlocuteur avec la manière la plus élégante comment et pourquoi lui n'est pas d'accord de cela, sans pour autant le vexer ou sans pour autant, non, c'est ça. En tout cas, moi je me dis, grâce à lui, aujourd'hui, nous avons un Congo encore uni. Grâce à lui, aujourd'hui, nous avons encore un Congo uni. D'abord, je reconnais en lui, c'est un humain, c'est un homme bien, c'est quelqu'un qui aime les gens. Mais je veux aussi mettre la piste à mes compatriotes que ce n'est pas parce qu'il est bon qu'il est doux. Non. Il a toujours l'avantage de donner une seconde chance, mais il n'aime pas quand on se moque de lui, ou surtout quand on veut le défier. Donc c'est cette capacité-là de savoir gérer les gens qui me dépasse. Et c'est un plus que je suis en train de copier chez lui. Et le président Félix Tshisekedi, d'abord, c'est quelqu'un qui a hérité directement l'idéologie de son père biologique. Nous, on prenait des cours par correspondance à travers, mais lui, il a hérité directement de ce grand monsieur. Et aujourd'hui, il est en train de tout faire pour perpétuer la lutte de son père. Donc, il est dans cette lignée-là. Et il se battra au bout pour ne pas trahir la mémoire non seulement de son père, mais de nos pères fondateurs. Voilà pourquoi, en venant au pouvoir, le peuple congolais est en train de le constater, il y a un processus démocratique nouveau qui est en train d'émerger. Et ce processus-là nécessite à ce que les principes, surtout les principes constitutionnels, soient respectés. Et lui, en tant que garant de la République, je pense qu'il en tient formellement. Donc, en tant que garant de la République, il a bien dit qu'il y aura bel et bien les élections l'année prochaine. Voilà pourquoi il est en train de tout mettre en place pour à ce que se tiennent ces élections. Bien que lui,
Ce n'est pas lui qui gère le pays. Lui, il a impulsé le cap. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Alors, il y a des institutions qui sont habilitées à faire tourner cette machine-là pour qu'on aille aux élections l'année prochaine, malgré les péripéties, malgré les caprices de ceux qui s'avouent déjà vaincus, parce qu'ils n'ont pas de notoriété, qui n'ont pas d'assises, qui commencent à gesticuler, qui cherchent à tout faire pour à ce qu'il n'y ait pas des élections. La preuve, on a vu un groupe de parlementaires qui avait initié une proposition de loi par rapport à la loi électorale, sécher la plénière. Or, les élections 2023 dépendent de ces textes-là, capital et vital, pour ce que nous ayons des élections libres, transparentes, au plus tard à la fin de l'année 2023. Je viens d'évoquer l'exemple de ce petit groupe. Moi, je ne comprends pas. Nous avons des parlementaires dans ce pays, et sur quoi des intellectuels, mais qui, à un certain moment, ne comprennent même pas le rôle qu'ils sont en train de jouer au Parlement. Et là, ils sont en train de mettre la puce à l'oreille à leurs électeurs pour leur éveiller la conscience que prochainement, quand il faudra voter ou mettre quelque chose dans l'urne, il faudra que ces gens-là comprennent ou se posent la question s'il sera encore possible de revoter ces parlementaires-là. Parce que selon moi, quand on amène une proposition au niveau de la plénière, du moment que cette proposition est retenue, je crois que c'est à la plénière de décider et le fond et la forme. Donc ça, c'est un exemple pour démontrer au peuple congolais qu'il y a un groupe de politiciens congolais, par manque d'assises, qui sont en train de se poser la question comment faire pour ce que les élections ne se tiennent pas en 2023. Et je comprends même la raison de votre question. Mais moi, je vais rassurer au peuple congolais que le chef de l'État est déterminé à ce qu'il y ait des élections 2023. Pourquoi? Parce que nous avons l'Assemblée nationale, nous avons le gouvernement qui doit financer, nous avons l'institution d'appui qui est la CENI, avec tous les restes, pour que les élections se tiennent bel et bien en 2023. Merci beaucoup, M. mon fils, de m'avoir posé la question. Je pense que c'est une question qui fait encre à travers la population. Sauf que j'ai comme l'impression que le peuple congolais n'a pas encore compris quel est ce genre de président qui est à la tête de leur pays. Le président Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui n'est pas hypocrite, de naturel, qui dit tout haut ce qu'il pense. Je vais d'abord commencer par le FARDC. Je peux moi confirmer les propos du chef de l'État, parce que l'insécurité à l'est du pays dépend aussi de la complicité des FARDC, de la complicité des notables et même de nos députés. Nous sommes des Congolais, pour ceux qui suivent l'actualité politique. Vous vous souviendrez même que le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Mbosso Koudiakongo, avait même demandé à séance tenante à ses députés de quitter les groupes armés. Vous savez, là où il y a la guerre, il y a du business. Et le chef de l'État, c'est le chef des armées. Le chef de l'État, c'est le citoyen qui est le plus mieux informé. Il a la cartographie de ce pays et il connaît dans les moindres détails ce qui se fait. Je vous épargne les détails
Mais le peuple congolais sait que si cette guerre-là perdure, c'est avec la volonté des Congolais. Parce qu'il n'existe pas de guerre entre nous et nos voisins, nos pays limitrophes. Non, il n'y a pas une guerre déclarée. Il y a une forme d'intrusion, une forme créée de toutes pièces. Parce que quand on arrête, un exemple, quand on arrête les AZF Nalu, dans la plupart, ce sont des fils du terroir. Comprenez? À un certain moment, on avait même fait allusion où, à Beni, dans un dépôt de la MONUSCO, où il y avait des tenues militaires, du FARDC. Quel pouvait être l'usage ou l'utilisation de ces tenues? C'est un exemple. Je me réserve les détails. Donc, ce n'est pas la première fois. Et même l'ancien chef de l'État, M. Joseph Kabila, avait changé son état-major par rapport à ça. Donc, effectivement, il y avait encore la complicité. Vous savez, l'état de siège que le chef de l'État a instauré en Ituri et dans le Nord Kivu a donné beaucoup de révélations. Et c'est sur base de ces révélations-là que le chef de l'État, devant même les officiers supérieurs militaires, ce qui a donné au chef de l'État le courage de leur dire en face ce qui se passe là-bas. C'est sur base des rapports qu'il a. Donc, comme il n'est pas hypocrite, il fallait qu'il dise ça officiellement et que le peuple congolais capte ça. Et je crois que les FARDC, donc l'armée congolaise, à travers ses responsables, devront quand même se poser des questions, essayer de tout faire pour que cette situation-là ne leur colle pas. Donc ça, c'est du côté armé. Du côté de l'enseignement, mon frère, nous vivons dans ce pays, nous habitons dans ce pays. Et moi qui vis à l'extérieur, il suffit de partir d'ici avec son diplôme. Et quand vous arrivez en France, par exemple, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle une remise à niveau. Est-ce que quand un Français vient ici, débarque ici, on lui demande ou on lui oblige de faire une remise à niveau? Et pourquoi on nous demande de faire cette remise à niveau? C'est parce que c'est constaté, c'est avéré que ceux qui défendent nos diplômes, ça veut dire c'est nos lauréats, dans la plupart, ne sont pas capables. S'ils ne sont pas capables, ce n'est pas en aval, c'est en amont où la question se pose. Nous sommes au XXIe siècle. Est-ce que la population congolaise en général ou l'éducation nationale congolaise a doté de l'enseignement national ou supérieur des moyens adéquats, adaptés à cette matière? Non. Est-ce que nos enseignants sont-ils recyclés ou sont-ils à jour par rapport à leur niveau? Ils ne sont pas bêtes, ils sont très intelligents quand on est limité. Comprenez? Voilà pourquoi, à un certain moment, le métier d'enseignement ou d'un enseignant devra d'abord commencer par être une passion et surtout une vocation. Parce qu'un enseignant qui est passionné, qui a une vocation, lui, il ne voit que son savoir là qu'il doit transmettre. Parce qu'il se dit, voilà ce que le bon Dieu m'a doté et que j'ai l'obligation de transmettre pour que demain, qu'il soit fier d'avoir opté pour ce métier-là. Donc, les Congolais, bon, c'est normal, on a compris, il y a trop d'engouement. Les gens sont toujours dans les humeurs, dans les rumeurs. Et moi, je pense qu'en disant tout cela, le chef de l'État
a remis la balle entre les mains des Congolais pour que chacun se remette en question. Ce n'était pas pour inciter les étudiants, les enseignants. Non, non, au contraire, c'est pour les inciter à comprendre que non, ils ont vocation de mener à bon port ce dont ils ont choisi comme métier. Votre dernier mot, et surtout pour la chaîne qui est venue vous visiter. Mon dernier mot, c'est d'abord de vous remercier, de remercier ce que vous faites, parce que vous êtes découragé. Vous le faites dans des conditions difficiles, mais vous le faites parce que c'est votre passion. C'est ce que j'ai dit. Chacun devra savoir s'orienter là où la passion lui demande. Je vous remercie parce qu'en tant que jeune, vous êtes en train de vous prendre en charge. Cela fait aussi partie de notre leitmotiv. Et je demande aux jeunes qui vont vous suivre, chacun dans son domaine, d'abord d'aimer ce qu'il est en train de faire, de persévérer dans ce qu'il est en train de faire. Ce ne sera qu'à partir de ça qu'il pourra s'épanouir. Et en s'épanouissant, ça pourra entraîner toute sa vie et le mener vers le haut. Donc pour le reste, ce n'est pas facile. Avec le contexte actuel de ce pays, de se dire non, dans 3 ans, dans 4 ans ou dans 5 ans, avec un simple claquement de doigts, le Congo pouvait ressembler à Miami. Non, il y a encore du travail à faire. Et le plus important, c'est que ce travail-là soit fait ensemble. Que chacun puisse mettre sa main. Et ce ne sera que dans ces conditions-là que ce grand Congo retrouvera son prestige, si ce n'est que sa place. Monsieur Chimchimba, merci. Merci beaucoup, M. Mafi.